Merci beaucoup. Merci beaucoup, t'es flatteuse. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je trouve ça très curieux de me retrouver devant un public comme le vôtre. J'ai l'habitude d'intervenir dans le monde du travail, d'ordinaire. Et je viens aujourd'hui vraiment m'exprimer en toute vulnérabilité sur le sujet du TDAH, un sujet hyper casse-gueule d'un point de vue général. Et ce que je viens vous dire, c'est juste le ressenti de quelqu'un qui est concerné. Parce que très souvent, et moi, c'est ça qui m'avait manqué, quand on est concerné, on voit la recherche, on est suivi par un psychiatre, psychologue, coach, pour moi, mentor. J'ai vraiment été très sensible à la formation. Tout à l'heure, Elisabeth parlait de l'apprentissage. J'ai suivi des dizaines de formations sur réguler son attention, sur gérer son impulsivité, son impulsion. Eh bien, voilà. Le problème là-dedans, c'est que quand on est concerné, on est très vite, on culpabilise, on est très vite frustré et on se dit, punaise, comment ça se fait ? Je vais me présenter peut-être en 2 mots. Est-ce qu'il y en a qui étaient là à Arcachon l'an passé, qui m'ont déjà vu en conf ? Ah, quelques-uns, ok. Alors je vais me présenter. À la base, effectivement, je suis diplômée en physique-chimie, je suis scientifique de formation. Vous allez voir, ça va jouer aussi dans mon approche du TDAH. Et on va dire, j'étais pas une mauvaise élève à l'école. Ceci dit, j'étais une élève très hétérogène, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, en fonction du prof, je pouvais passer d'avoir la pire note à avoir la meilleure note. Dans mes contrôles, et ça on s'en est rendu compte après, j'oubliais de tourner la feuille. Et je disais en toute mauvaise foi, il n'y avait pas marqué tourner la feuille, vous voyez, dans les exercices. Mettez tourner la feuille. Parce que, voilà. Mais en même temps, je sautais aussi des exercices en plein milieu de la feuille, comme si je ne les voyais pas. Les profs m'avaient dit que j'étais stressée. Et que c'était pour ça qu'en fait, je me rappelle d'un contrôle de maths, ça m'a beaucoup marqué, c'est vraiment curieux. J'étais plutôt bonne, moi j'aime bien apprendre, et les équations mathématiques, je trouvais ça hyper cool. Donc je rends ma copie, je suis persuadée que j'ai réussi. Je me retrouve avec 2 sur 20. Et c'est bête, hein, parce que ça me fait un choc, on est quand même 30 ans plus tard, je suis toujours là-dessus. Voilà. Et en fait, je me disais, mais je comprends pas pourquoi en fait. Et en fait, globalement, on était sur 3x plus 2y égale moins z, vous voyez ce genre de truc. Le 3x était devenu un 3y, le moins 2 était devenu un plus 2. Enfin, vous voyez, il n'y avait plus rien qui était bon. Enfin, toute la logique était là, mais pas du tout les calculs. Et ça m'avait perturbée. De là, on avait dit que j'étais stressée en cours. C'était ça. Et donc, je m'étais dit, ah, c'est curieux, je ne me sentais pas stressée, en fait. Mais on prend ce que les profs nous disent. Et puis, avec du recul, quand j'ai appris que j'avais un TDAH, donc je l'ai appris à l'âge adulte, j'ai repris toutes mes copies parce que, coup de bol, j'avais toutes les copies qui étaient dans le grenier de mes parents. Et en fait, je me rappelle de ce contrôle. J'étais à côté de la porte, en fait. C'était un lycée un peu ancien de Paris. Vous savez, les cloisons, elles bougent un peu. Je me rappelle de la prof qui faisait que de sortir et de rentrer. De là, en fait, j'avais été incapable de me concentrer. Et avec, derrière, je me rappelle très bien être incapable de me concentrer non plus quand j'étais sur sur une paillasse. Vous savez, quand tu es un peu en hauteur, que tu n'es pas installé. J'avais des mauvaises notes, en fait, en fonction du prof et en fonction de la classe, du lieu dans lequel je suis installée. Ceci étant dit, ça ne m'a pas trop perturbée parce que j'apprends plutôt vite, donc j'allais compenser, en fait, dans d'autres matières, dans d'autres notes, et puis d'un contrôle sur l'autre. J'avais 2 puis 20, pas de problème. Et in fine, pareil, on m'a envoyé dans cursus scientifique et j'ai fait de la physique-chimie. Je dois être la nana la plus maladroite au monde. Normalement, je vais faire tomber un truc dans le décor d'ici la fin de la conf. Mais pourquoi pas en fait la physique-chimie. Mais c'était parce que je voulais m'intéresser au sujet du développement durable. Alors aujourd'hui, tout le monde parle du développement durable. À l'époque, globalement, c'était un peu fantasque, hein, mon truc. Tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, tout le monde s'en fout du développement durable, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Mais l'avantage, en fait, d'être toujours dans des projets un peu innovants, c'est qu'on continue en permanence d'apprendre, on continue en permanence de se documenter. Et l'avantage aussi, c'est qu'ayant commencé par de la physique-chimie, j'avais une forme de rigueur, in fine, scientifique. Donc j'ai fait ça pendant 8-9 ans, avant, derrière, de me dire... Punaise, c'est hyper anxiogène, le développement durable. Quand vous lisez les rapports du GIEC et autres, très vite, vous pouvez vous dire, mon Dieu, le monde va s'effondrer. Hein. Voilà. Mes copains, et c'est ce que j'évoquais la dernière fois, Arcachon, sont des collapsologues. Donc, c'est ceux qui vous disent en plateau TV que le monde va s'effondrer d'ici 2030. Donc, pas très, très réjouissant tout ça. Et donc, c'est de là où je me suis dit, non mais attends, moi, j'ai quand même un truc, c'est l'enthousiasme de la vie. Je crois profondément au vivant. Et j'ai une forme d'enthousiasme des choses que j'étais en train de perdre, vraiment littéralement, en me disant, les gens ne se rendent pas compte, mon Dieu.
Et donc, de là, j'ai commencé à me dire, je vais m'intéresser à l'optimisme. Alors, l'optimisme, on n'était pas... Enfin, pas l'optimisme, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. C'était l'optimisme. Il y a un constat. Maintenant, face au constat, comment est-ce qu'on avance? Qu'est-ce qu'on va pouvoir finalement mettre en avant? Et donc, j'ai fondé l'optimisme, effectivement. Tout d'un coup, je me disais, mon Dieu, je suis à la marge, en fait. Mes copains se disaient, c'est bon, elle déboîte. Globalement, elle se fait sa crise de la trentaine. Vous savez, on aime bien les étiquettes. Là, j'étais la crise de la trentaine. Et finalement, en fait, là, tout d'un coup, j'ai plein de gens qui ont levé la main en disant, non, mais moi, je crois à l'optimisme. Et c'était soit des médecins, soit des chercheurs, soit des scientifiques, soit des individus, soit des profs, etc. Et effectivement, l'optimisme, on a réussi à installer ce mot dans la société, alors qu'il y a encore quelques années, franchement, l'optimisme, tout le monde en rigolait presque. Alors que pour moi, l'optimisme, c'était le prérequis à toute action. Donc, j'ai exploré ça. Sur le papier, on peut se dire, c'est une carrière, entre guillemets, successful, dans la mesure où j'ai fait de la radio, j'étais dans l'émission d'Europe 1, La France bouge, je donne des conférences. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur l'optimisme au travail, donc j'ai fondé l'optimisme.pro, et c'est pour ça que généralement les gens nous connaissent pour ces 2 logos. En parallèle, j'ai écrit des bouquins, donc j'en ai écrit pas mal. J'ai écrit d'abord Oser l'optimisme, puis Oser être soi, même au travail. Puis je me suis j'ai écrit synchronicité, parce que j'aimais bien le mot. Et ensuite, j'ai commencé à, tout d'un coup, il y avait plein de monde qui commençait à me dire, c'était pendant les confinements, où là, tout d'un coup, on recevait toute la souffrance, vraiment des gens qui nous lisaient, en nous disant ça va pas, etc., etc. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la santé mentale. Donc j'ai coécrit un livre qui s'appelle Aider. Comment est-ce qu'on ose parler de santé mentale? Et j'ai coécrit ce livre-là parce que moi, j'étais à la tête d'une entreprise, dans mes équipes, j'avais quelqu'un concerné par plusieurs diagnostics, entre guillemets, vous voyez, qui peuvent faire peur, hein, des diagnostics de bipolarité, de troubles schizophréniques, etc. Et en parallèle, moi, j'ai découvert que j'avais un TDAH. Alors, j'ai découvert que j'avais un TDAH, donc c'était à l'âge adulte, en fait, alors que clairement, quand vous regardez mes copies, quand j'ai été voir le psychiatre, mais ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Pourquoi est-ce que j'ai découvert à l'âge adulte? Tout simplement parce que j'en ai pas vraiment souffert enfant. Parce que j'en ai pas souffert, parce que ça faisait pas souffrir non plus mon entourage, et c'est-à-dire que je n'étais pas la petite fille hyperactive qui lançait un peu, je vais dans la caricature, hein, mais on est dans la caricature aujourd'hui du TDAH. Quand on voit le TDAH, c'est un peu le petit garçon hyperactif qui lance sa chaise au milieu de la classe. Vous voyez, moi, c'était ça que j'avais comme vision, hein, à l'époque. Et donc, moi, j'étais pas du tout ça. Mon hyperactivité, elle était complètement autre. Elle était complètement canalisée dans d'autres choses, et je vais en parler juste après. Je vais peut-être poser une petite question. Qui a déjà entendu parler du TDAH? Entendu parler? Waouh, on est à quasi 100%. Qui estime savoir ce que c'est? Ah, on est à un bon 2 tiers. OK. Alors d'habitude, c'est pas du tout ça. Les statistiques, tout à l'heure, Elisabeth parlait de normes. On n'est pas dans la norme. Déjà, vous êtes ici, on est dimanche, c'était un long week-end, vous êtes curieux. Moi, j'ai l'habitude dans la vie d'expliquer aux gens ce que c'est que le TDAH. Donc, je vais pas aller sur le sujet. Par contre, je vais peut-être essayer de répondre aussi aux questions. Je vais éviter les sujets peut-être de représentation, mais je vais quand même parler des chiffres. Aujourd'hui, donc je vais anticiper quelque chose. Quand j'ai commencé à m'intéresser au TDAH, forcément, c'était il y a 6 ans maintenant, j'ai vraiment tout lu, tout ce qui pouvait passer à l'époque. Et à l'époque, le TDAH, on n'en parlait pas. Hein, déjà, on n'en parlait pas, on en parlait peu. Peut-être que vous étiez déjà familier. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et depuis 2 ans, depuis que ChatGPT est arrivé, je me suis auto-créé une IA, parce que je suis un peu geek, pour aller synthétiser toutes les études sur le sujet, qui vont les pondérer, qui vont parler de la transposabilité d'une étude américaine à une étude française, etc., etc. Autant vous dire, c'est chaotique, c'est un grand flou. Donc, aujourd'hui, il y a plein de courants de pensée. Dès que vous allez parler du TDAH, il y a des gens qui s'engueulent sur le sujet. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très, très perturbant quand on est soi-même concerné. Parce que tout d'un coup, on regarde en se disant, alors moi, je vis quelque chose qui est compliqué dans mon quotidien, et on compte un peu les balles, en fait, en se disant, alors lui, il dit ça, oui, mais lui, il dit le contraire. Donc, c'est très, très compliqué d'avoir un vrai positionnement. Il y a des consensus quand même que je vais essayer d'aller donner aujourd'hui. On est sur un sujet où la recherche, elle est ongoing. Elle est en cours, la recherche. Donc, forcément,
le positionnement franc, il n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que dans le monde des adultes, c'est à peu près 2 millions de personnes concernées. On dit 6% des enfants. Et dans les adultes, on dit entre 2,5 et 4 ou 5% de la population. C'est les chiffres qui sont aujourd'hui. Avec des problématiques, c'est qu'en fait, une grande majorité des gens qui sont concernés par un TDAH, ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas, en fait. Ils n'arrivent pas à se dire, mais alors c'est un TDAH, et en plus, derrière, il va y avoir tout un tas d'autres sujets, parce qu'il y a énormément de retard de diagnostic. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'âge adulte, je parle à l'âge adulte, il y a seulement 1% des gens concernés par un TDAH qui auraient reçu un diagnostic. Ça veut dire que c'est quand même passé vaguement inaperçu dans l'enfance. Et avec une problématique derrière, c'est qu'il y a énormément de retard, et le retard, il a plein d'effets délétères. C'est-à-dire que le retard, on a l'impression, quand on est concerné en tout cas, on se dit mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été détecté pendant l'enfance? Quand on a réussi, entre guillemets, notre parcours pro, on se dit, ah ben non, si j'avais eu un TDAH, j'aurais pas pu réussir mon parcours pro. On se dit qu'on est dans l'effet Barnum. L'effet Barnum, vous savez, c'est un peu comme l'horoscope. On peut tous se retrouver dans l'horoscope. Comme dans les critères du TDAH, il y a des trucs où j'ai l'impression que tout le monde peut se retrouver. On parlait tout à l'heure de l'attention. Et ben derrière, on se dit, non mais tout le monde est comme moi, c'est juste que les autres, ils y arrivent mieux. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de comment est-ce qu'on contre in fine, tout ce qui est impulsion, impulsivité et autres, et ben en fait, on ne le contre pas. On n'est pas capable, à part avec le médicament, je pourrais témoigner sur le médicament d'ailleurs aussi, en fait, on l'a en permanence à vie. Alors, on peut mettre tout un tas de stratégies en place, et il faut mettre des stratégies en place. Et bien derrière, on n'arrive pas en fait à compenser, on reste qui on est. Moi, ce qui fait que j'en ai pas souffert, il y a plusieurs raisons, je pense que c'est important de les dire. La première, c'est que moi, je me suis toujours dit, moi imparfaite, toi imparfait, c'est bon, on va tous s'entendre. J'ai toujours considéré qu'on était tous imparfaits. Quand vous commencez à vous positionner comme ça, vous parlez d'égal à égal aux autres, vous voyez bien votre trouble, vous voyez bien vos problématiques du quotidien. Sauf que c'est OK, c'est votre façon de vivre, c'est votre façon d'exister. Et moi, je me rappelle que pendant l'enfance, on me disait « Ah, tu es trop émotif, tu es trop ceci, tu te lances dans trop de projets, tu n'en clôtures pas assez, tu fais trop de choses en fait en permanence. » Et bien, je me disais « Ouais, mais moi, je vis. » Et je me disais « Je vis profondément des émotions. » Et je trouvais ça tout à fait aussi légitime que le reste. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le problème avec le TDAH, c'est que du coup, on ne le voit que de la façon clairement douloureuse. C'est-à-dire qu'on voit juste le TDAH qui n'a pas été suffisamment bien compensé. Et quand on commence à parler du TDAH, souvent, en fait, quand vous faites derrière de la psychoéducation, par exemple, au TDAH, on va vous dire que dans les... dans les prisons, il y a des personnes concernées par le TDAH, que tu vis moins vieux, etc. Voilà ce qu'on vous dit. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça ? C'est tout simplement parce que toutes les personnes qui sont concernées par un TDAH qui ont réussi, elles n'osent pas l'ouvrir. Parce qu'on se dit, mais c'est moins pire pour moi. Moi, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que forcément, aujourd'hui, moi, je suis entourée de cette communauté des TDAH, en fait, plus ou moins. J'ai ma meilleure amie est concernée par un petit garçon, TDAH, TOP, trouble de l'opposition, etc., etc. Et quand je me comparais à lui, je me disais, mais moi, c'est pas la même chose. Et du coup, je n'osais pas en parler en me disant, moi, c'est moins pire. Non, c'est pas que c'est moins pire. C'est que ça a été une façon de compenser différente avec des facteurs chance, en fait, dans mon enfance qui ont fait que bien, finalement, j'ai pu en arriver là où je suis aujourd'hui. Autre point, quand on a un TDAH, franchement, aujourd'hui, on parle un peu, elle en parlait tout à l'heure, Elisabeth, des étiquettes, etc. Franchement, elle n'est pas cool, l'étiquette TDAH. Quand vous commencez à l'ouvrir sur le TDAH, on commence à vous dire, ah ben moi aussi j'ai un TDAH, on a tous un TDAH, on commence à vous dire, ah c'est un truc à la mode. Vous voyez, et du coup, on passe sa vie à justifier. Et la réalité, c'est que du coup, on ne va pas en parler. Parce que ça va plus vite de se la fermer. Quand on a réussi en plus, derrière ton entourage, moi, mon entourage m'a sérieusement dit « Non mais fais pas ça, n'en parle pas, pourquoi tu vas en parler publiquement de ton truc ?» Moi, c'était tout simplement parce que j'avais écrit un bouquin sur la santé mentale et je me disais je suis obligée d'en parler, ne serait-ce que par respect intellectuel pour mon précédent livre, en fait, d'aller raconter en fait, ce que c'est que le TDAH. Pourquoi j'en ai parlé ? Parce que quand
il y a un truc dont on ne parle pas quand on a un TDAH, c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire qu'on est, toutes les études en fait, elles s'intéressent effectivement aux apprentissages, aux problèmes d'attention, à tout ce qui est fonction exécutive. Mais derrière, on ne va pas parler de la réalité du quotidien. Le fait de se dire, punaise, j'ai encore fait ça, j'ai encore agi comme ça, j'ai encore coupé la parole, j'ai encore pas fini un projet, je me suis encore mis dans le jus, j'ai encore pas lu mes mails. Vous voyez tout ça? Eh bien, cette notion de culpabilité en se disant en permanence que les autres, ils y arrivent mieux. Parce que moi, pour le coup, forcément, j'ai de l'audience, j'ai un paquet de professionnels qui ont voulu me former. J'ai fait un paquet de trucs dans l'organisation. J'ai vraiment essayé plein de trucs. C'est effectivement des béquilles, en fait, mais derrière, franchement, c'est pas du tout assuré à tous les coups. Donc c'est pour ça, forcément, vous avez forcément probablement quelqu'un de concerné, hein, voilà, forcément dans votre entourage, dans vos élèves, certains qui ne le savent pas, certains qui le savent, certains qui ne le disent pas, parce qu'en plus, aujourd'hui, qui va en parler? Il y a certaines stars qui commencent à l'ouvrir sur le TDAH parce que leurs agents leur ont pas dit « Ah non, on ne va pas en parler de ça ». Parce que quand on commence à parler de ça, donc je vous parlais tout à l'heure des clichés, mais on vient vous dire, moi, mon cousin, quand je lui ai dit « Tu sais, j'ai découvert que j'avais un TDAH », il m'a dit oh, « Ça va quand même ». Bah oui, mon quotidien n'a pas changé. Au contraire, le diagnostic pour moi a été un soulagement parce que j'ai pu derrière avoir des pistes en fait. Mais voilà, vous voyez, il y a différents trucs en fait qu'on vient vous dire qui sont difficilement gérables. Donc on n'en parle pas, on ne le sait pas. Je vais parler quand même des quelques clichés parce que je trouve que c'est important parce que vous allez forcément faire face aux clichés sur le sujet. Le TDAH, ça n'existe pas. On va refaire un petit feedback, enfin un petit backup. Il y a un consensus hein, aujourd'hui scientifique et médical. C'est reconnu comme un trouble du neurodéveloppement. C'est reconnu par les systèmes de santé. Il y a des critères diagnostiques, des études. Hein, quand même, qu'il y en a quelques-unes, et des traitements médicamenteux existent. Je ne sais pas si je vais parler du traitement, je ne sais pas si c'est intéressant, on pourra en parler dans les questions si vous voulez que j'aille un peu plus loin là-dessus. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, je me rappelle à un moment donné, la première fois que j'en ai parlé, c'était sur LinkedIn, pour justement éduquer, juste dire j'ai un TDAH, mais pour moi, c'était la même chose que de dire que j'étais brune au démarrage. Hein. Vraiment, je n'avais pas compris en fait, le problème qu'on avait en France sur le sujet. Il y a quelqu'un qui est venu me dire le TDAH, c'est un truc à la mode, ça n'existe pas, je me la suis fermée pendant 3 ans. 4 ans, peut-être même. J'étais allée voir mon psychiatre en lui disant, monsieur, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça n'existait pas. Le psychiatre qui m'a dit, les médicaments, ça marche. Oui. Il m'a dit, il y a plein de littérature sur le sujet. Oui. Il m'a dit, voilà, en fait, pourquoi vous allez écouter quelqu'un qui vous dit que ça n'existe pas? Le truc à la mode, ça, on me l'a sorti, mais tellement de fois, le TDAH, c'est un truc à la mode. Je donne un petit élément que j'avais donné dans mon autre conférence, déjà, quand j'étais à Arcachon, parce que je crois que c'est important. Internet, qui est censé nous ouvrir sur le monde, nous renferme sur notre propre perception du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez peut-être l'impression que tout le monde parle du TDAH. La réalité, moi, j'ai fait le sondage sur une de mes communautés, 80% n'avaient jamais entendu parler du TDAH. 80%. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est qu'Internet, en fait, en fonction de ce que vous allez consommer, va vous proposer du contenu que vous avez envie de consommer. C'est la même chose que les pubs. Quand vous avez envie de vous acheter une paire de bottes, derrière, vous voyez pendant des semaines des paires de bottes. C'est la même chose avec l'information. Donc, si vous avez déjà regardé quelque chose sur le TDAH, vous avez peut-être l'impression que tout le monde en parle. La réalité, c'est que pas du tout le monde en parle, en fait. Plein de gens n'en ont jamais entendu parler. Donc, je ne vais pas revenir sur l'historique du TDAH, mais globalement, le mot est apparu, en tout cas dans le DSM-4 dans les années 90. Mais c'est surtout qu'effectivement, les recherches sur le sujet sont de plus en plus importantes. Là, j'ai mis la courbe, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est la courbe Google, en fait. Donc, c'était le nombre de personnes qui cherchaient le mot, en fait. Donc, vous voyez qu'effectivement, que ça augmente, on va dire, sérieusement depuis 2022. Mais enfin, et du coup, c'est pas qu'il y a de plus en plus de TDAH, en fait. C'est un peu comme le sujet, vous savez, de l'endométriose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en entend parler, des personnes qui étaient en souffrance, qui se disaient non, c'est que moi, mes symptômes, etc., c'est moi qui vis moins bien la douleur que les autres. Tout d'un coup, on a commencé à parler d'endométriose, les gens se reconnaissent. Eh bien, le TDAH, c'est la même chose. Comme on en parle de plus en plus, des personnes concernées se disent « Punaise, est-ce que je ne serais pas concernée ?» Ou des parents dont les enfants sont concernés se disent ça. Mais c'est la même chose que le nombre de gauchers.
C'est-à-dire que le nombre de gauchers, avant, vous savez, c'était obligé d'être droitier. Tout d'un coup, on a eu le droit d'être gaucher. On est passé de infinitésimal de gauchers à 11% de gauchers. Les gauchers ne sont pas devenus gauchers. Ils ont toujours existé, les gauchers. C'est la même chose. On ne devient pas TDAH. En fait, on a toujours été TDAH et tout d'un coup, on met des mots sur des symptômes. J'ai pas envie, pour moi, l'enjeu, c'est pas du tout de dire il faut aller consulter, il faut aller poser un diagnostic, de pathologiser la société. Je sais que, pareil, on me dit, il y a plein de parents qui se disent que voilà, leurs gamins, ils ont un TDAH, etc. L'enjeu, c'est pas ça. C'est de se dire, à partir du moment où il y a souffrance, il faut aller consulter. Souffrance, on va voir d'où ça vient, en fait. Moi, je suis allée consulter, j'ai passé 35 ans. Franchement, pas de problème. Alors, je me sentais très atypique, mais l'avantage, c'est que tous mes copains étaient atypiques et complètement décalés. C'était joyeux, c'était enthousiasmant, en fait, en permanence. J'étais pas en souffrance. À un moment donné, j'ai été en souffrance, tout a débordé. Généralement, ce qui arrive, en fait, quand on découvre son TDAH à l'âge adulte, c'est parce qu'il y a des conditions qui ont changé. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas, vous avez, par exemple, divorcé, vous êtes célibataire, vous avez changé de boîte, peu importe, et tout d'un coup, on se rend compte, en fait, qu'un truc rigide, rigoureux, qui nous avait permis de compenser jusque-là, en fait, tout d'un coup, on n'arrive plus. Et donc, et c'est à ce moment-là, pour moi, c'est ce que je dis, quand il y a souffrance, il faut tout simplement aller consulter sans chercher à avoir une étiquette, en fait, juste quand on va chercher un peu d'aide. Bon, le troisième point, c'est le TDAH, ça concerne seulement les enfants, avec évidemment cette caricature. Donc là, je redonne les chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure. Quand je vous dis que je vous donne les chiffres, on les prend à la légère, hein. Dans la mesure où il n'y a pas de consensus quand vous faites tourner des IA pour aller chercher les bons chiffres. Mais c'est ce qui est globalement dit quand vous allez regarder dans le monde associatif spécialiste du TDAH. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc 6% des enfants, ça reste à l'âge adulte. Pour 60% des cas, on dit entre 60 et 80% des cas, donc ça ne disparaît pas, en fait. Les symptômes ne vont pas s'exprimer de la même façon, et c'est ça toute la problématique du TDAH. C'est-à-dire qu'on va tous avoir eu des façons de compenser qui sont différentes. Moi, j'avais compensé, par exemple, dans un total lâcher-prise. Pas grave. Vous voyez que ma comptable, à un moment donné, elle est concernée aussi. Elle me dit, moi, en fait, elle a développé des TOC. Parce qu'elle dit, moi, il faut que j'ai rien sur mon bureau parce que je sais que c'est source de distraction, donc j'ai rien sur mon bureau, elle est incapable de travailler si elle a un moindre stylo. Moi, c'était l'inverse. Donc, c'est aussi ça qui est important de comprendre quand on a un TDAH, qu'il n'y a pas un TDAH qui ressemble à l'autre, en fait. Et on a tous créé des systèmes de compensation. On parle du masking, notamment avec le TDAH, qui sont différents. Et la réalité, c'est qu'on commence seulement à en parler. La recherche, elle est vraiment très, 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 très en retard sur le sujet. Et vraiment, en fait, il y a plein de choses qui ne sont pas étudiées parce que moi, là où j'ai appris le plus de choses, c'était dans les groupes de parole. Et pourtant, accompagné, suraccompagné, au contact des psys, des experts du TDAH. En fait, il y a plein de sujets qu'on n'a jamais abordés, mais parce que dans une heure de psy, je n'ai pas forcément le temps de l'aborder. Mon psychiatre, bon, ce n'est pas forcément son sujet. Enfin, c'est son sujet, pardon, c'est très mal dit. Mais bon, il est là surtout pour vous proposer une approche médicamenteuse si on a besoin, quoi. Et là où j'ai appris le plus, c'était dans les groupes de parole, avec des fous rires. Parce que pour la première fois de ma vie, j'entendais des gens dire des choses que j'aurais pu dire. En disant, le fou rire d'entendre les autres parler, parce qu'on se racontait des anecdotes qu'on n'avait jamais partagées dans la réalité avec nos pros. Quatrième point, ce fameux, on a tous un TDAH aujourd'hui. Donc je le répète, non, on n'a pas tous un TDAH aujourd'hui. Il y a des critères qui sont stricts et le problème, c'est qu'on confond le TDAH, en fait, avec juste les problèmes d'attention. Mais le TDAH, ce n'est pas qu'un problème d'attention, en fait. Et il faut évidemment distinguer le TDAH des distractions modernes. Moi, je fais partie des gens qui travaillent avec le digital. Je pense que Julien peut le dire, et toute personne qui me contacte peut le dire. Je suis complètement à des années-lumière de tous les messages. Je ne suis pas du tout sur mon téléphone. Je ne consomme pas du tout frénétiquement des vidéos TikTok, parce que je sais que j'ai des tendances addictives. Donc ça fait bien longtemps que tout est en silencieux, donc je rate 90% des appels et messages, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout le fait, la technologie moderne qui m'a incité à avoir un TDAH. Et donc on parle de TDAH quand il y a des symptômes qui ont un impact significatif et persistant dans la vie des personnes touchées et qui vont affecter en fait le travail, la vie, le monde pro et le monde perso. Donc le TDAH, ce n'est pas des distractions, etc. Bon. On a besoin d'une étiquette, j'aime bien me la coller cette étiquette parce qu'on me le dit souvent. Les gens ils aiment bien se mettre dans des cases. Honnêtement, on aurait trouvé mieux.
Franchement, parce que si vous avez parlé de votre TDAH à l'âge adulte, je vous garantis que c'est galère. Et 90% des personnes concernées n'en parlent pas parce que justement c'est galère. Alors la définition du TDAH, on va la redonner, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'acronyme est quand même assez factuel. Ça s'exprime de façon différente, mais ça repose sur 3 types de critères. Inattention, hyperactivité et impulsivité. Je vais les détailler parce que ce n'est pas forcément celle qu'on croit. L'inattention, c'est pas du tout forcément être incapable de se focaliser, en fait. C'est surtout qu'on va avoir une concentration qui est fluctuante. Je suis capable de me focaliser pendant des heures sur un micro-sujet qui me passionne. Je suis capable de travailler pendant 2 jours, de 7 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, sur une micro-passion. Alors, de temps en temps, la micro-passion, elle est constructive, de temps en temps, elle n'est pas constructive. Donc, je peux bloquer sur un artiste, sur un chanteur, où je vais tout étudier de la personne, parce que je suis complètement, pour moi, soumise à mon cerveau, à la stimulation de mon cerveau. Tout à l'heure, Elisabeth parlait de dopamine. Moi, j'ai l'impression d'être dominée, en fait, par l'enthousiasme. Voilà. Mais c'est important de le dire parce que c'est un truc qui est bizarre, mais c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste dans la vie. Parce que je ne me suis pas forcément très bien régulée et je suis capable de passer 2 jours à étudier la stratégie de communication d'Harry Styles. Pas de problème. Je suis experte Harry Styles. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant de se dire, parce que l'inattention, c'est pas de l'inattention en permanence. Le problème de l'inattention, c'est aussi que moi, je vois un peu tout en même temps et j'ai du mal à faire le point. C'est-à-dire que je vois celui qui rigole, je vois celui qui filme, etc., et qu'en fait, mon cerveau, il ne fait pas le point, il ne fait pas la mise au point. La problématique dans les événements, par exemple, dans une salle bruyante, je vais entendre la personne à côté, etc., en permanence, et je ne vais pas savoir faire le point. Je vais avoir une mémoire à court terme qui est ultra fluctuante. Je peux saluer 2 fois la même personne dans le même événement, c'est très gênant. Mais en fait, j'ai complètement zappé ce que j'avais fait 5 minutes avant. Et tout ça, en fait, on peut me dire en fait, qu'il y a des stratégies, des choses comme ça. En vrai de vrai, c'est toujours la même chose. J'oublie des choses, je parais être ailleurs parce qu'en faisant quelque chose, si je ne suis pas dans un état de flow, comme l'a évoqué tout à l'heure Elisabeth, je vais en même temps parfois penser à autre chose si la personne ne parle pas assez vite, par exemple. Je vais décrocher parce que ça ne va pas assez vite. C'est ridicule, mais c'est réel. Et du coup, mon cerveau va vivre une vie parallèle. Ça va me poser forcément des problèmes de communication, parce que je vais parfois interrompre les autres, je vais essayer de deviner la fin de leur phrase. C'est horrible de faire ça, je m'en rends bien compte. Ça m'agace de le faire, mais tout à l'heure, on parlait du contrôle, en fait. Et je ne sais pas me contrôler. Je me rends compte que je l'ai fait après que je l'ai fait. Donc, c'est un fait, ça va me poser évidemment des problèmes de regard, énorme problème de perception du temps. Pour moi, le temps n'existe pas. Alors, peut-être que je vais faire un petit feedback. J'ai commencé par la physique quantique, la physique chimie. Donc déjà, dans ma tête, le temps n'existait pas vraiment. Ça aide pas, en fait. Mais j'ai en permanence un biais d'optimisme, en fait, où j'ai l'impression que ça va rentrer. Pas de problème. J'accepte à peu près tout parce que dans ma tête, je suis persuadée que ça va rentrer. Avec le problème derrière, c'est qu'on ne va pas forcément suivre les promesses. En fait, parce que finalement, tu te rends compte que non, faire un PowerPoint, ça ne prend pas 3 minutes comme tu t'étais dit. Allez, 3 minutes. Voilà. Et en fait, donc il y a plein d'exercices que moi, je me suis mise en place aujourd'hui, mais je me fais avoir en permanence. Et j'ai l'impression en permanence de chercher à hacker mon cerveau. Parce que maintenant, j'ai compris, en fait, mon cerveau. Donc, l'impulsivité, donc tout à l'heure, je parlais d'inattention. L'impulsivité, c'est ça, en fait, je coupe la parole. Je manque de filtre. Alors, l'avantage, c'est que je ne mens pas. Vous êtes certain que ce que je vais vous raconter, de toute façon, je ne vais pas avoir eu le temps de processer avant. Mais on ne voit pas les bénéfices du TDAH, mais il y en a quand même. Parce que impulsivité, plus le fait d'être hyper focus, mon psychiatre me disait, ça fait des super entrepreneurs très innovants. On ne se rend pas compte. On y va. Notre problème derrière, c'est à fermer les dossiers. Parce que notre système de récompense, il est notamment dans l'apprentissage, dans l'expérience, et la récompense derrière, les petits grades, les petites félicitations, comme beaucoup de personnes, aucun intérêt. On a changé d'idée, on est parti sur un autre projet entre-temps. Forcément, on a du mal à patienter. Et le mal à patienter, c'est pas juste qu'on trépigne dans la queue. Le mal à patienter, c'est qu'on veut faire quelque chose, on veut le faire maintenant. Ça ne peut pas attendre. On arrête tout le reste, on se met à faire le truc.
Et c'est ça la réalité, en fait, du TDAH. C'est pas juste on a un problème d'attention. Non, non, c'est que soi-même, en fait, on est court-circuité en permanence par le cerveau. Donc évidemment, on lance tous les projets en même temps. Parce que comme on n'a pas vraiment su, on parlait tout à l'heure des fonctions exécutives, comme on n'a pas vraiment su prioriser, on a un peu tout lancé en même temps, on n'a rien fini. Donc culpabilité, frustration, en fait, en permanence. On a des passions soudaines, Harry Styles. Voilà, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à l'an passé. Maintenant, tout le monde en a entendu parler. Voilà. Parce que oui, dans l'impulsivité, il y a le fait de parler de sa nouvelle passion en permanence. Parce que notre nouvelle passion doit concerner tout le monde. Ah, je n'ai pas mis la BO d'Harry Styles, mais bon. On a évidemment tendance à prendre des risques. Donc, et c'est là, en fait, on peut voir le côté un peu marrant que je vous évoque, ou alors le problème, plus d'accidents de voiture, problème de vitesse, en fait, tout simplement. Et on a tendance à tout changer régulièrement. Parce que ça nous pique, ça nous prend. Le dernier point, donc il y a la notion d'hyperactivité, ou pas d'ailleurs, mais l'hyperactivité, pour moi, en fait, elle est pas forcément dans ce qu'on caractérise comme l'hyperactivité. Ça peut être dans des micro-mouvements. Alors ça se voit globalement quand même que j'ai un brin d'hyperactivité. Mais vous voyez, dans l'enfance, ça ne s'exprimait pas. Vous savez pourquoi ça ne s'exprimait pas? Parce que moi, j'ai toujours eu des passions. Et en fait, j'explorais mes passions. Quand j'étais gamine, j'étais fan d'un groupe de musique. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Vous voyez les passions des ados comme des trucs un peu couillons, surtout quand on est sur un groupe de musique. J'ai créé un site internet, j'ai appris l'allemand, j'ai appris l'anglais, j'ai voyagé, j'ai été dormir chez des punks allemands et chez des financiers en Suisse. Et en fait, j'avais une passion qui était tellement envahissante que du coup, ça me régulait. J'avais toujours un truc à quoi penser. De là, probablement, j'ai pas souffert en fait d'avoir un TDAH parce que dans cet énorme projet, j'ai exploré énormément en fait de sous-sujets. Alors généralement, on a souvent un emploi du temps qui est surchargé. Par contre, en fait, on alterne des périodes. Et c'est ça qu'on voit pas en fait. Moi, j'alterne des jours où je peux passer 3 jours dans le vent. Et quand je vous dis dans le vent, à ne rien faire, il ne se passe rien. C'est comme si mes neurones ne se connectaient pas le matin. Je zone. Je zone et maintenant que j'ai compris que je zonais comme ça, soit je prends du Concerta ou de la Ritaline, donc à savoir du méthylphéninate, c'est ce qu'on donne quand on a un TDAH, soit j'accepte le fait qu'on soit profondément cyclique. Et c'est là aussi où tout à l'heure on parlait de vivant. Pour moi, l'humain, il est cyclique. Moi, j'ai bien compris que j'étais cyclique et j'ai accepté cette notion de cyclicité. Et alors, l'hyperactivité, ça peut être aussi dans le sport ou dans les projets. Donc, hyperactivité physique, évidemment, ou mentale. Ça peut être pas. Voilà, c'est ce que je disais, je leur dirai, et la parole s'ouvre à peine, et je vous donnais mon exemple des gauchers. L'impact au quotidien. Donc, dans les conversations, voilà, qu'on soit enfant ou adulte, c'est la même chose, on a toujours l'impression que, du coup, on n'est pas attentif et qu'on ne sait pas communiquer correctement. On paraît distrait, on semble généralement ne pas écouter, on a notre mémoire qui fait qu'on peut nous répéter 5 fois la même chose. On peut regarder des films d'ailleurs et se rendre compte à la fin du film qu'on l'avait déjà vu, parce qu'on connaît la fin. Mais c'est rigolo, mais en fait, vraiment, ça atterre les autres. Un jour, je suis arrivée, j'ai dit à mon ancien coloc, je lui ai dit, il y a un super acteur que je viens de découvrir. Il dit, mais on a vu 5 films avec lui. Okay. Bref, voilà. Mais, et en fait, moi, je pense que ça va parce que j'ai jamais pris ça comme des critiques, ayant probablement une forme d'assurance, de confiance en moi, où j'ai rigolé de moi-même bien plus que je n'ai souffert en fait de ces atypies. Et on peut sembler évidemment trop bouger. Couper la parole, faire preuve de logorée verbale. Donc on papote, on part dans tous les sens. Pas de problème, on manque de tact, évidemment, parce que comme notre cerveau, il n'a pas processé, parce que nous, tout à l'heure, j'aimais bien, mais notre cerveau, en fait, il fait en permanence ça, vous voyez, et puis il passe, en se disant, donc tu manques de tact, évidemment, parce que tu n'as pas réfléchi à la façon dont tu allais le dire, parce que toi, ça te va, en fait. Et donc, tu parais complètement hors sujet. Alors, vous voyez, tout ça, vous pouvez vous dire, ouais, c'est rigolo, effectivement, c'est rigolo, sauf que le problème, c'est par exemple, énorme problème aux entretiens d'embauche. Quand RH vous pose une question, vous commencez à lui raconter votre vie en lui donnant des détails en plus, parce que vous êtes dans la logorée verbale, vous n'avez pas répondu de façon claire à la question. Il y a des problèmes à l'embauche des personnes TDAH aujourd'hui.
Voilà. Mais voilà ce qu'il en est. Les fonctions exécutives, on en a parlé tout à l'heure. Donc, entre autres, pour le TDAH, moi, c'était plutôt la notion de planification, parce qu'elle a été évoquée tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est comme un chef d'orchestre aujourd'hui dans ma tête. Je vois bien que je suis capable, je sais pas, de ranger la cuisine, de préparer mon PowerPoint, etc. Sauf que tous les trucs veulent se mettre... C'est un peu comme si tous les instruments voulaient s'allumer ensemble. Et je sais pas lequel prioriser. Et donc, en fait, cette notion d'avoir en permanence l'impression que tout, en fait, de tout commencer, c'est comme un chef d'orchestre, en fait, il y a une sorte de brouhaha. Et ben derrière, à un moment donné, je fais le pas de recul et je fais rien. Parce que je suis perdue. Et ça à 40 ans, en fait. Hein. Donc, vous vous imaginez des enfants, en fait, tu sais très bien que tu sais faire les choses, c'est que tu sais pas comment les faire, comment les organiser, et dans ta tête, bah, ça se passe pas bien, quoi. Donc, tu sais pas anticiper, généralement, donc le fameux step back de tout à l'heure, tu sais pas prioriser, et tu sais pas forcément t'organiser. Donc, généralement, à l'âge adulte, hein, ça fait pas mal de burn-out, parce que forcément, tu as tout commencé en même temps. Donc, tu essaies de faire, en plus. Hein, tu essaies de faire et tu culpabilises parce que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu as envie de faire et que tu vas, par exemple, moi, je vais répondre très facilement aux gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux et je ne vais pas répondre à mes meilleurs potes. Donc, un problème de priorisation essentiel, tu te dis, mais pourquoi, en fait donc, ça pose des problèmes vraiment dans le quotidien. Il y a ce qu'on appelle le time blindness aussi, c'est l'aveuglement du temps, donc ça décrit une difficulté à percevoir, gérer, suivre le temps. Ah, j'ai oublié un mot, c'est pas rentré dans mon truc. De manière efficace. Voilà, TADH, pas fait exprès. Comment ça s'appelle? Et donc, par exemple, la dernière fois, je donne cet exemple, hein, j'avais un rendez-vous d'1 heure avec une personne aussi concernée par un TDAH, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à essayer de rencontrer d'autres personnes concernées. On a commencé à 9h du matin, on a fini à 19h. On était 2, il n'y en avait pas une pour arrêter l'autre, hein, en se disant, non mais attends, on avait prévu d'autres choses de la journée. Voilà, ça, typique en fait. Et donc, notre cerveau... Logiquement, il se dirait, non mais attends, tu dois bosser, tu as des choses à faire, tu as des urgences, tu dois préparer une conférence, tu as des mails envoyés, des factures à envoyer. Ah non, bien mieux dans ma conversation. En fait, et c'est pour ça que moi j'ai l'impression d'être un enfant en permanence. Je me suis dit, mais moi j'ai bloqué en fait à un moment donné parce qu'il y a cette notion, donc difficulté à estimer une tâche. Moi je vous donne quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est que j'ai pris un tableau, j'ai pris 2 colonnes en fait, et j'ai monitoré mon temps. J'ai regardé le temps que me prenait chaque activité. Parce que dans ma tête, 3 minutes, je sais pas, me laver dans 3 minutes, mais me préparer 5 minutes dans ma tête. Et donc à un moment donné, j'ai chronométré pendant plusieurs semaines chaque activité, combien ça me prenait de temps. Donc j'avais mis dans la colonne de gauche temps estimé, dans la colonne de droite temps réel. Voilà. Maintenant, j'ai compris, par exemple, qu'écrire un article ou un post sur LinkedIn, ça me prend 1 heure. Ça ne me prend pas du tout 5 minutes. Dans ma tête, c'était 5 minutes, en fait. Et donc, cet exercice de visualiser concrètement le temps, je le fais depuis plusieurs années maintenant, mais je l'ai toujours pas, en fait. Naturellement, je serai biaisée. C'est-à-dire que l'organisation qui va être autour, naturellement, va me biaiser. Donc, toutes les conséquences, c'est qu'on va se surestimer en fait en permanence, on va accepter trop de projets, on ne va pas terminer, on va avoir un déficit de confiance personnelle. Et c'est ça aussi le problème, c'est quand on est enfant, c'est qu'on ne sait pas le dire tout ça. En fait, c'est-à-dire qu'on est persuadé dans notre tête que ça va passer, qu'on va le faire, que ça va rentrer. Mais tout ça, on ne sait pas l'exprimer, on le comprend en fait à l'âge adulte, mais pas avant. Alors ça, oui, s'il vous plaît, j'essaie de le passer, surtout dans le monde du travail. Dire à une personne qui a un TDAH qu'il suffit de mieux s'organiser, c'est comme dire à quelqu'un qui a besoin de lunettes qu'il suffit de mieux voir. C'est la même chose. C'est vraiment clairement la même chose. Hein. Non, je veux dire, tu verras toujours pas bien, il te faudra des lunettes. Mieux t'organiser, c'est justement en fait la conséquence en fait d'avoir un TDAH. On va pouvoir utiliser des outils, on va pouvoir essayer des outils. Et donc c'est des outils comme je vous en parlais tout à l'heure. Ça va être le fait de faire des to-do list, de faire des choses comme ça, mais ça buggera à un moment donné et on aura toujours la problématique. Il y a un point aussi qui est important, c'est la notion de task paralysis. Je crois que ça n'existe même pas en français, paralysie de la tâche en fait. C'est on est incapable de commencer. Rien. Il n'y a rien qui vient, on est comme inhibé. Mais alors inhibé, ça va être par le fait, je sais pas, d'envoyer une facture pour moi. Et là, vous vous dites, non mais envoyer une facture, c'est pas non plus hyper compliqué.
inhibition totale, paralysée par la tâche, et je m'en fais des montagnes, en me disant, mon Dieu, il faut que je le fasse, etc., etc., etc. Et c'est une sorte de blocage, en fait, qui est permanent. Et donc, ça dépend des tâches, en fonction, on est tous différents, donc ça va dépendre des tâches. Et derrière, tout ça, c'est en permanence culpabilisant et frustrant, parce que forcément, les gens, ils te relancent, et tu te dis, pourquoi j'y arrive pas, en fait. Et cette inhibition, en fait, elle est incompréhensible de l'extérieur. Enfin, je veux dire, moi, mon entourage me disait, mais c'est pas possible, en bac plus 5, t'as monté des boîtes, t'as écrit des bouquins, comment tu ne sais pas faire un truc de la vie réelle, quoi. Impossible, en fait. Donc, avec un sentiment de submersion, d'indécision, de l'anxiété, et on surestime, en fait, la notion de difficulté. On procrastine en permanence quand on a un TDAH, et attention, c'est différent de la paresse. On a l'impression que la procrastination, c'est de la paresse. Mais en fait, la paresse, c'est qu'on ne va pas faire la tâche. Nous, on sait très bien qu'on va la faire, la tâche. Surtout quand tu es dans le monde adulte. Tu as plein de choses que tu sais que tu vas devoir faire, en fait. Et ce n'est pas non plus de l'oubli. Et cette procrastination, je ne sais pas si vous voyez le nombre de fois où j'ai marqué le mot culpabilité. Eh bien, on culpabilise. Parce qu'on sait qu'on est en train de reporter. On s'en veut parce qu'on sait qu'on va se mettre en plus dans le jus. Mais en fait, on est, comme je le disais tout à l'heure, complètement inhibé. On est paralysé face à la tâche. On a une frustration envers soi-même, évidemment. Et puis, en fonction des personnes, moi, ça ne me fait pas trop ça, mais ça crée de l'anxiété. Ça dépend des personnes. Forcément, le TDAH, on ne va pas se mentir, il vient avec son lot de comorbidités. Forcément, dépression, anxiété, etc. etc. Moi, c'était plutôt dans « pas grave ». Mais ça, c'est parce que moi imparfaite, vous imparfait, tout va bien. En fait, ça a été ma posture, en fait, qui a été probablement très facilitante. Et aussi, j'en parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce que moi, en fait, j'en ai pas souffert à l'enfance. Mes parents, alors évidemment pas diagnostiqués, parce que vous imaginez bien, on est sur une génération beaucoup plus ancienne. Mes parents sont comme moi. Je les ai toujours vus commencer 50 projets. C'est des bricoleurs, ils ont retapé une maison pendant des années. Voilà. Ça paraissait complètement normal, en fait. C'est-à-dire que si on allait faire du jardinage ensemble, on passait par là où il y a les trucs de jardin, on voyait des bougies, on faisait des bougies, en fait. Et ça paraissait normal à tout le monde. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, dans mon référentiel, ça m'a pas perturbée. Si j'avais eu des parents qui me disaient, non, on a dit qu'on allait faire du jardinage. Ah non, c'est plus marrant de faire les bougies. Alors, nous, on partait ensemble, en fait. Donc, forcément, ça a été très aidant. Et on va pas se mentir, mes copains sont très atypiques aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert mon diagnostic à 35 ans. Mes copains qui ont eu des enfants, généralement, les parents se rendent compte qu'ils sont concernés quand leurs enfants ont un diagnostic. Ils disent « Oh, je fais pareil, c'est curieux cette affaire ». Donc, mes copains aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu la loterie de la vie en me disant « J'ai eu de la chance ». En fait, j'ai eu de la chance d'avoir cette composante de caractère, d'avoir des parents plus ou moins pareils et des copains plus ou moins pareils. Ceci étant dit, pourquoi ça m'a fait souffrir, c'est quand j'ai commencé à avoir une boîte et vraiment structurer des projets dans le cadre du travail. Donc la gestion de projet, évidemment, et ça va être la même chose avec les devoirs. Tout ce que je vous dis aujourd'hui à l'âge adulte, c'était la même chose quand j'étais enfant avec les devoirs. Donc je m'y prends en retard. Moi, je faisais mes dictées, évidemment, à 6h du matin en me levant plus tôt, en disant pas à mes parents, parce qu'il n'y avait pas Pronote à l'époque. Donc je disais pas qu'il y avait des trucs à faire, mais je me levais plus tôt le lundi matin. Pourquoi ? Vous vous dites, mais rationnellement, c'est débile de faire comme ça. Non. Impossible de me contrarier, donc tu te surestimes et évidemment, tu te laisses distraire. Donc tout à l'heure, je vous en parlais, c'est ça, la concentration qui est fluctuante. C'est de la difficulté à se... Logorée verbale, elle me dit attention, c'est 5 minutes, donc je vais arrêter. Donc difficulté à se concentrer, mais hyperfocalisation. J'aime bien parler de ce syndrome de l'objet brillant. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je commence à faire quelque chose, il y a un truc qui m'intéresse plus, je vais vers le truc qui m'intéresse plus. Il y a un autre truc qui m'intéresse plus, qui est un sous-sujet du deuxième sujet. Donc je peux commencer ma journée en ouvrant un mail, faire une recherche pour ce mail, finir la journée et finir ma semaine sans avoir répondu au mail du lundi matin. Et en fait, tout ça, tu peux te mettre un paquet de contraintes, en fait, en te disant, donc j'ai hacké mon cerveau, effectivement, par des outils, on pourra peut-être en parler juste après, mais ça, c'est c'est en permanence. Donc, en permanence, je suis en train d'hacker mon cerveau, en fait. Donc, dans l'organisation, je l'ai mis en me disant que ça pouvait vous aider aussi, il faut... Moi, je dis aux gens, il faut me fouetter pour me faire avancer, en fait. Et du coup, moi, je rends des comptes aux gens de mon équipe, maintenant, en disant, vous me mettez un rétro-planning. Si vous ne mettez pas une temporalité dans le temps, c'est mort.
Pour moi, le temps, il n'existe pas. Vous me dites quel jour, en fait, quel jour, quelle heure, à quel moment je dois rendre, pour avoir une notion de contrainte. Je décompose les tâches pour faire, tout à l'heure, je vous parlais de la task paralysis. En fait, je décompose en petites actions. Moi, j'aime bien cette notion de stupid small, qui est... je ne sais pas si ça existe en France, c'est le fait de, quand tu décomposes une action, si tu te dis que tu as envie, je sais pas, d'écrire un livre, tu écris une phrase, en fait, c'est une action stupidement petite que tu vas la faire, en fait. Si tu te dis que tu as envie de faire du sport et des pompes, tu en fais une, au lieu de te dire que tu vas en faire 15 minutes, en fait. En te disant la tâche la plus petite, la stupidement plus petite, que je ne vais pas me sentir, vous voyez, je ne vais pas avoir la notion de paralysie, en fait. Je me dis, ça va être facile à faire. Et généralement, c'est ça qui fait que tu rentres dans l'engagement et tu as commencé. J'utilise tout un tas d'outils de gestion de projet. Et j'aimerais bien vous dire, il suffit de faire des to-do list. Alors, on voit un peu ça, en fait, en permanence. Toute personne ayant un TDAH ne ressemble pas à l'autre. Moi, effectivement, ça m'aide. À un moment donné, ça ne m'aidait pas du tout. C'est-à-dire que je faisais une to-do list, ça m'angoissait, je la fermais, je la jetais. Vous voyez ça. Et c'est ça toute la problématique, c'est qu'en fait, toutes les astuces qu'on va pouvoir donner, elles nous correspondent ou elles ne nous correspondent pas. Et c'est ce que j'aimais bien, ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est la notion d'accompagnement individuel. Et cette notion d'accompagnement individuel, c'est terrible. Mais quand on est enfant, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué à la fois pour les profs, à la fois pour les parents, et surtout, on se découvre au fil des années. Moi, c'est avec le temps que j'ai commencé à me découvrir quand on pose le diagnostic. Enfin, il faut savoir que, et ça, je pense que c'est important, le diagnostic, moi, il a été posé à un moment donné. Avant même que le diagnostic soit posé, mon équipe m'envoyait des blagues sur le TDAH. Alors, pour me faire passer le message, mon équipe a rempli le questionnaire du psy, 4, en disant que je gigotais beaucoup. Vous voyez, ça se voyait en fait, et c'est tout le problème, c'est que quand on est concerné, on s'en rend compte, l'entourage est forcément impacté, mais en fait, la transformation, elle peut venir que de l'intérieur en fait, en cherchant qu'est-ce qui va nous faire du bien, et du coup en explorant en fait, et en sachant que ça va pas forcément continuer. Alors, bon, il faut que je clôture, mais j'avais plein d'autres choses à vous dire peut-être. Alors, j'ai 2 slides. J'étais presque dans les temps. Alors, il y a quelque chose qui marche très bien, en tout cas, dans le monde des adultes. Alors, comment tu l'explores dans le monde des enfants, c'est une bonne question. Moi, en fait, je me disais, quand j'étais gamine, pour travailler, tu m'emmenais à la bibliothèque, mais moi, j'observais tout le monde. Je trouvais ça incroyable d'observer les gens. Je regardais les bouquins. Par exemple, bosser à la bibliothèque, ça ne marchait pas du tout. Maintenant, évidemment, moi j'ai des astuces, donc j'ai un casque anti-bruit pour limiter les stimuli. Il y a des choses qui sont dites, mais qui sont débunkées aussi régulièrement. Le simple fait, vous voyez, de mettre une casquette plus une capuche, il y a des gens qui le disent pour qui ça fonctionne, mais ça a été débunké. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que la science, en fait, la littérature sur le TDAH, elle ne suit pas, en fait, ça va pas assez vite. En fait, nous, on a besoin d'outils, et tous ces outils ne peuvent que s'expérimenter. Moi, effectivement, c'est vrai que tu me mets avec une capuche et un casque, bon, déjà, ça marche un petit peu mieux, en fait. Par contre, aujourd'hui, moi, je suis obligée de travailler plutôt dans des endroits bruyants, c'est le paradoxe. Il faut que j'ai du mouvement autour de moi pour me focaliser sur mon centre, en fait, sur mon ordinateur, par exemple. C'est hyper curieux, mais si je suis dans trop de silence ou de choses comme ça ne marche pas, je me déconcentre, parce que je me déconcentre, et c'est ça aussi qui est important. On parle de la concentration, mais moi, la concentration, c'est toute seule, je me déconcentre dans mon propre cerveau. Et je le marque dans mon dernier bouquin, je marque le simple fait d'aller prendre une douche. Pour vous, ça paraît normal d'aller prendre une douche. Pour moi, il va falloir que je mette les shampoings dans le bon ordre. Sinon, je suis capable de commencer par l'après-shampoing avant de mettre le shampoing. Dans la tête, je suis capable de sortir de la douche sans avoir rassé les cheveux parce que j'ai pensé à un truc. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça, on parle beaucoup des technologies, de tout ça. J'entends, effectivement. Mais en vrai, nous, c'est permanent. Je suis capable de me déconcentrer dans le simple chemin de douche. J'ai réorganisé, j'en parle dans le bouquin, c'est ridicule. Tout mon appartement est réorganisé en fonction de mon trouble. Donc, j'ai tout mis pour éviter un minimum de pas, parce que je sais que si jamais je dois, entre le pantalon et le pull, aller ailleurs, capable de me déconcentrer. En fait, vous voyez, et en permanence, moi, je suis en train de hacker mon cerveau pour lui dire, OK, toute ma vie est centrée aujourd'hui, entre guillemets, autour du TDAH. Alors là, je vous en parle, je passe pas du tout ma vie à parler du TDAH, mais en fait, pour vous montrer à quel point ça a une place, en fait, dans le quotidien qui n'avait pas été vue pendant l'enfance, donc qui a été compensée avec de la chance.
Tout à l'heure, je vous parlais un peu de la loterie des copains, de la famille, de la composante de caractère aussi. Mais ça, c'est un truc qui m'aide beaucoup. C'est ce qu'on appelle le body doubling. Pas du tout étudié aujourd'hui, mais complètement partagé dans les communautés TDAH. C'est que tu bosses avec quelqu'un à côté de toi qui fait autre chose. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, alors ça s'explique, ça fait que naturellement tu vas avoir une responsabilité, ça va augmenter ta motivation, ça va avoir une stimulation sociale, ça va te donner une structure d'avoir quelqu'un à côté de toi qui va te mettre des pauses, etc. etc. J'utilise énormément ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, je ne sais pas si vous la connaissez. Est-ce qu'elle s'applique à tout le monde ou pas? C'est une bonne question. Dans la communauté TDAH, globalement, le consensus va dire que ça marche plutôt bien. Après, ça se réadapte et peu importe en fait. Et le truc, c'est que en fait, quand tu as un TDAH, tu es obligé d'aller explorer ce qui fonctionne pour toi parce que ce qu'on te dit, ce que la littérature dit, eh ben, ça ne va pas forcément être la réalité et tu vas avoir eu des façons de compenser qui vont avoir été toujours différentes. Et peut-être, c'est le dernier point, il y a 3 choses qui marchent à tous les coups pour tout le monde. C'est la notion d'ultra-urgence. Si c'est urgent, mais genre ultra-urgence, c'est j'ai donné ma clé USB à Julien tout à l'heure. Il m'a envoyé un message, je ne le vois pas Julien, je ne sais pas où il est. Ah si, il est là-bas. Il m'a envoyé un message le 18 octobre en me disant avant mercredi. Voilà. Je lui ai apporté ce matin. Voilà. Donc l'ultra-urgence, tout ce qui est très nouveau. Tout à l'heure, Elisabeth a beaucoup parlé d'apprentissage. Moi, dès qu'il y a un truc nouveau, je trouve ça génial. J'y vais à fond, en fait. Et tout ce qui est une récompense à court terme. Le reward à court terme. Parce que comme on a souvent un problème de rapport au temps, vous voyez, le simple fait d'envoyer une feuille de soins où tu vas avoir l'argent dans 3 semaines, bah, tu as plein de gens qui n'envoient pas leur feuille de soins. Que si tu avais le reward qui était immédiat, ça marcherait beaucoup mieux, en fait. Et donc, c'est cette notion de c'est quoi ma récompense à court terme. Donc, moi, je me suis créée en permanence dans mes to-do, je marque les trucs, récompense au-dessous. Donc, la récompense, ça va être aller prendre un café, sortir dehors, vous voyez. Mais en permanence, je suis obligée de m'auto-trouver des trucs de récompense. Ça fait très enfantin, tout ce que je vous raconte. Mais je pense que c'est important d'expliquer aussi la réalité de ce que c'est que de vivre avec un TDAH, la culpabilité. J'ai eu de la chance, en fait, clairement, j'ai eu de la chance. Mais il va falloir qu'on en parle, il va falloir que les gens qui ont un TDAH osent le dire, parce que la réalité, c'est que généralement, après toutes les conférences, il y a quelqu'un qui vient me dire « Moi aussi, je suis concernée, je ne le dis pas ». Voilà. Et le problème, c'est que du coup, on ne voit sur le TDAH que le côté « Oh mon Dieu, il a un TDAH ». Je veux dire, un paquet... je me rappelle, dans notre groupe de parole, il y avait un mec qui fait de la musique qui est assez connu et qui disait oh, « Moi, ça va, parce que je navigue dans le milieu artistique, on est tous pareils. » Vous voyez ? Et le problème, c'est que lui, il ne va pas le dire parce que son agent lui dit « Ah bah non, il ne faut pas le dire. » Et donc, en fait, il faut aussi se dire qu'avoir un TDAH, je suis d'accord, c'est pénible au quotidien, c'est pénible voilà, dans une société, mais derrière, ça peut avoir plein de qualités aussi, ça peut avoir des capacités qui nous embêtent. Voilà, quand on doit envoyer une feuille de soins, une facture ou les impôts. Mais je pense qu'on n'est pas très nombreux à se dire c'est trop cool de faire sa déclaration d'impôt. Merci pour votre écoute. On a le temps pour les questions ou pas ? Pardon, j'ai été bavarde. Mais ne t'excuse pas d'être qui tu es. Merci beaucoup, merci infiniment Catherine. On va prendre un temps, on va le prendre ce temps pour... voilà, on décale un petit peu. On est là, on est bien. Donc voilà, vous allez avoir 2 micros qui vont circuler. Si vous avez des questions, il y en a une là-haut. Il y en a une là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va faire en sorte. La dame là-bas qui est au milieu, tu vois là le bras qui... Levez-vous. Voilà. Bonjour Catherine, merci pour cette présentation qui nous éclaire tous sur ce que c'est que le TDAH. Ma question c'est, comment est-ce que ça se diagnostique pour de vrai ? Ouais. Alors, le parcours du combattant en France, pardon, mais ça se diagnostique qu'en allant voir un médecin. Voilà. Alors, en fait, on peut avoir un diagnostic avec un psychologue, déjà de base.
avec la problématique que déjà tous les psys ne sont pas du tout formés au sujet. En France, on se retrouve encore aujourd'hui des gens qui disent le TDAH, ça n'existe pas. On en est quand même encore là en France. Quid du surdiagnostic, mais en même temps, qui peut le dire en vrai? On ne sait pas vraiment. Et derrière, si on veut avoir un diagnostic médical, donc là, c'est soit un neurologue, soit un psychiatre. Moi, j'ai fait le parcours côté psychiatre. Problématique, c'est que ça dépend si vous le faites dans le privé ou dans le public. Moi, j'ai été voir un psychiatre en libéral, très cher. J'ai été voir un psychiatre spécialisé parce que je me disais que je voulais forcément... C'était oui ou c'était non. Mon enjeu, c'était de comprendre d'où venait la souffrance, en fait, à la base. J'avais un faisceau d'indices sur le TDAH, mais je me disais, enfin, tout le monde se retrouve. Vraiment, j'étais persuadée que c'était vraiment que dans ma tête. Donc, il faut aller voir le psychiatre qui connaît vraiment le sujet. Avec la problématique, c'est que là, moi, mon psychiatre, il ne reçoit plus personne. Il est sursaturé, en fait. Derrière, tu en as qui ne sont pas forcément très bien formés, mais qui ont trouvé un business là-dedans. Est-ce que c'est vrai? Je dis tout ce qui est, voilà, tout ce qui circule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Parce que le problème, c'est que c'était, enfin, je veux dire, il y a tout à l'heure, depuis les années 2000, tout à l'heure, Elisabeth disait ça, mais c'est la même chose sur le TDAH, en fait. Je veux dire, la littérature scientifique, elle est ongoing, et ce qui a été dit même il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui. C'est des trucs sont bunkés, débunkés, etc. Et c'est vrai qu'on a une tendance en France, et c'est noir ou c'est blanc. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais non, il y a beaucoup plus de nuances. En fait, c'est pour ça que moi, je fais tourner beaucoup une IA là-dessus. Mais le vrai parcours de soins, enfin, c'est un diagnostic médical à la base. Donc, c'est censé être un médecin, un psychiatre. Et le problème aujourd'hui, c'est de trouver le médecin et le psychiatre, quoi. Enfin, ouais. Oui, ça se voit. Ça se voit, il y a de l'imagerie. Alors, on ne va pas te vérifier, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas foutu des électrodes pour vérifier. Ça se voit, mais aujourd'hui, il y a une grille de questionnaires qui se trouve sur Internet. Hein, vous pouvez tout à fait la trouver. Le problème, c'est qu'avec cette grille, c'est juste une grille, en fait. Il y a je sais pas, doit y avoir une vingtaine de questions, plus ou moins. Vous tapez grille de questions. Et le problème, c'est que derrière, il y a la discussion avec le médecin. En fait, ça ne suffit pas, cette grille. Parce que cette grille, c'est est-ce que je suis parfois distrait? Oui, non, machin, etc., etc. Et les questions, c'est la durabilité, l'impact, le temps. Donc à la base, c'est un diagnostic comme ça. En fait, il y a une sorte de questionnaire, mais derrière, il y a une discussion, parce qu'il y a une discussion aussi où on revient en arrière, on regarde ce qui était présent dans l'enfance, on interroge aussi, on interroge les proches. Derrière, on va vérifier que c'est pas de l'anxiété, on va vérifier. Enfin, le processus est vachement long et cher. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a alors, pardon, pour ceux qui n'entendent pas, la personne disait que chez les enfants, il y a chez les neuropsychologues, en fait, mais le neuropsychologue ne pourra pas te donner un médicament si on a besoin. En fait, c'est ça le truc. C'est ça la problématique là-dedans, c'est qu'en fait, tu peux aller voir un psy qui a le test, en fait, un bilan neuropsy, etc., etc. Mais le problème derrière, c'est que si tu as besoin, entre guillemets, ou si tu veux valider ou invalider la question du médicament, tu es obligé d'avoir un diagnostic médical. Et le problème aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu plein de gens concernés autour de moi. Ils ont commencé par un bilan psy, en fait. Donc le psy, avec derrière aussi d'autres bilans, parce que généralement, ça vient avec d'autres choses, des dyspraxies, des machins, etc., etc. Puis quand ils vont chez le psychiatre en se disant, j'ai besoin, peut-être, je veux voir la possibilité médicamenteuse, et derrière, le psychiatre fait tout recommencer de zéro. Alors, donc... Voilà la problématique en France, et c'est la catastrophe dans le parcours, en fait. Et puis, c'est la catastrophe dans le parcours aujourd'hui. Pardon, c'est pas politiquement correct de dire ça. Je te laisse finir, Catherine, parce qu'il y avait une autre question après. On en parlera après. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, c'est pas forcément une question, c'est plutôt un témoignage. Donc moi, j'ai été diagnostiquée TDAH récemment par un neuropsy, et j'ai un suivi psychiatre. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi et ce qui a été, comment je peux dire ça, difficile à comprendre, on va dire, c'est cette changeante, justement. Qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu compte que j'avais un TDAH? Et pour moi, c'est la maternité qui a joué énormément. Énormément à mon premier enfant et encore plus à mon deuxième. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, moi, on m'a beaucoup diagnostiqué tout ce qui était dépression du postpartum.
sans me dire qu'en fait, il pouvait y avoir autre chose. Donc, j'ai eu beaucoup d'antidépresseurs, beaucoup de médicaments, etc. Ça a été très compliqué aussi de trouver un psychologue qui était formé là-dedans. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de psychothérapie, sauf que quand on ne sait pas qu'on a un TDAH et que la personne en face ne le sait pas non plus, on n'est pas accompagné énormément là-dedans. Et ce que je veux dire aussi, c'est que du coup, je me retrouve avec 2 enfants TDAH. Voilà, et que j'ai une impulsivité qui est tellement énorme que je culpabilise énormément quand je gère mes enfants. Et c'est très difficile en tant qu'éduc de jeunes enfants de ne pas arriver à gérer ses enfants. Du coup, ce que je voulais dire, surtout à vous qui êtes enseignants, c'est que quand vous vous rendez compte que les enfants, ils ont un TDAH, très souvent, on le sait maintenant, c'est génétique. Il y a une grosse part de génétique. Essayez de ne pas culpabiliser les parents dans... Ça va me faire dur. C'est dur, merci. En fait, on sait très bien qu'on ne fait pas comme il faudrait. Moi, j'ai toutes les expériences, toutes les formations. Et cette impulsivité, malheureusement, elle est là. Et je pense que c'est intéressant que le corps enseignant, des fois, il se rende compte que on fait comme on peut. Et qu'il soit bienveillant avec ces parents-là, parce qu'en fait, on n'est pas bête, hein, on sait. Et on a juste besoin que vous nous aidiez. Ouais. Merci beaucoup. Quand je vous dis que c'est dur d'en parler, je pense que vous avez le témoignage là. Je donne l'exemple dans mon livre d'une de mes meilleures amies qui a 2 enfants. Elle en a un qui est concerné, pas l'autre. Elle est maman de jumeaux, en fait. Et elle me dit, si j'avais pas eu des jumeaux, j'aurais cru que tout était de ma faute. Parce qu'on lui culpabilisait, on disait que c'était un problème de... un problème... c'est dur. On lui disait que c'était un problème d'éducation, qu'elle ne savait pas faire, etc., etc. Et en fait, le fait d'avoir un enfant ultra concerné et pas l'autre, elle s'est rendue compte en fait qu'ils avaient grandi dans le même moule, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de le dire. Je vais revenir aussi sur la culpabilité. Je prends 1 minute. Il n'y a pas de souci. Au niveau des on laisse encore du temps. Au niveau des médicaments, je le dis aussi parce que c'est mon amie, par exemple, elle a médicamenté un de ses 2 fils. Avec toute la culpabilité de je donne un médicament. Moi, j'ai cru que j'étais dans le meilleur des mondes. J'ai pris du Concerta. Donc, je me suis dit, et c'est vrai que ça a un effet, tout ce que je vous dis, en fait, n'existe plus quand j'ai du Concerta. Quasi tout, en fait. Je suis capable d'écrire 50 mails dans la journée, etc., etc. Une sorte de pilule magique. Je me suis demandé si je vivais dans le meilleur des mondes. À un moment donné, je me suis dit, je suis en train de prendre une pilule pour être plus fonctionnelle dans la société. C'est très, très compliqué déjà quand on est adulte. Déjà, tous les gens autour de toi te disent, mais attends, t'en avais pas besoin, pourquoi? Regarde, t'as réussi, blablabla. Je vous dis, quand vous êtes parent, que vous donnez un médicament à votre enfant, je vous garantis que vous le faites pas à la légère, en fait. Donc, il faut aussi arrêter ce jugement qu'on a aux parents qui font ce choix-là. Et le seul choix se fait avec le médecin, dans une structure, à un instant T, en fonction de la possibilité. Et il y a une telle culpabilité aussi sur ça, sur les parents, que j'essaie d'en parler un petit peu. Il y a encore une je suis pas pro-médicament à la base, en plus. Hein. On a encore une question. Allez-y, mettez-vous debout. Voilà. Je vais essayer d'être claire. J'aimerais savoir, au niveau, vous n'avez pas beaucoup parlé des émotions, de toute l'impulsivité, de tout ce que ça a créé en nous. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour nous aider là-dessus? Et comment on peut aider nos enfants? Est-ce que la méditation, la relaxation, toutes ces pistes-là, s'identifier à un personnage, voir sa routine, est-ce que tout ça, ça peut nous aider les enfants? Alors, je pense que ça peut aider. Je pense que ça s'explore, quoi qu'il advienne. Moi, ce qui m'a aidée, en tout cas, c'est d'avoir des passions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui gérait mon impulsivité, parce que comme je me reroutais toujours vers ma passion, en fait, du moment, et ça me cadrait, ça m'ancrait, ça me mettait dans des états de flow, ça, vous voyez, en permanence, en fait, d'avoir quelque chose plaisir, en fait, est super, super important. Je sais qu'on a tendance à dire, faut pas le reward, il faut pas, en fait, quand on a un TDAH, on a souvent une motivation qui est intrinsèque, en fait. Pour moi, c'est mettre un cadre et laisser de la place dans le cadre aussi, c'est compliqué à faire. Pour moi, c'est d'accueillir aussi en tant que parent. Je sais que c'est compliqué, mais vraiment, les enfants, même les adultes, c'est pas fait exprès, en fait. C'est ça qui est compliqué, et aussi de lâcher sur des micro-sujets. Ma mère m'a jamais embêtée avec l'état de ma chambre, par exemple.
Alors que vous pouvez vous dire, c'est important, et c'est vrai, et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que nous, ce qui nous aide, c'est d'avoir des routines, et ce qu'on ne sait pas suivre, c'est des routines. Vous voyez, c'est une sorte de paradoxe complet. Ce qui nous aide, c'est, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est de tout désencombrer. C'est-à-dire que j'ai minimisé le nombre d'objets dans mon univers personnel, etc. Donc vous pouvez vous dire que vous pouvez faire ça aussi. Mais en fait, j'ai pas... Enfin, je le vois avec des parents qui essaient de batailler sur l'organisation de la chambre, etc., pour donner des bonnes règles. C'est un paquet d'engueulades, en fait. Que moi, j'étais dans de la créativité, on me filait des stylos, et voilà. Et je pense que le fait d'avoir cette notion de plaisir et d'enthousiasme, enfin, ça aide. C'est vraiment... C'est ça qui vient aussi stimuler la confiance en soi des gamins. Moi, mes parents n'étaient pas du tout formés à la neuro, enfin, à tout ça, en fait. Mais ils m'ont laissé vraiment m'exprimer dans un champ, ce qui m'a sauvée, en fait. Et vous regardez, les gens où ils survivent quand ils ont un TDAH, c'est dans le monde créatif. C'est les artistes, les entrepreneurs. Vous les regardez à l'âge adulte, c'est ça. Et c'est aussi ça de se dire, c'est que quand on est gamin, on peut avoir des mauvaises notes à l'école. Dans le monde entrepreneurial, on dit que généralement, les gamins qui réussissent dans le monde entrepreneurial, c'était des gamins qui n'étaient pas bons à l'école parce qu'ils remettaient en permanence en question le système, en fait. Et donc, vous voyez, c'est aussi se dire qu'il faut choisir, entre guillemets, ses combats. Et ce qui est fondamental, c'est le bien-être aussi de l'enfant. Évidemment, il faut qu'il avance dans le temps, mais c'est toute la problématique, c'est que ça s'explore en fait avec les enfants. Vous voyez, ma comptable, elle a développé de l'anxiété, un trouble compulsif, parce qu'il ne faut rien sur son bureau. Et ça vient de l'enfance, en fait. Une dernière question. Excusez-moi. Si vous pouvez vous lever juste, voilà, comme ça on vous voit. Merci. Je trouve que ce serait génial de savoir combien de personnes ici se sentent concernées. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas la norme, vous êtes déjà les atypiques. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un paquet. Voilà. Merci beaucoup. Dans tout ce qui est innovation, beaucoup de personnes sont concernées. Il y a de la curiosité, il y a de l'apprentissage. Bonjour, merci. Juste une chose, pourquoi on a tous l'impression, enfin, de ce que je ressens et de ce que j'entends, qu'on l'est tous un petit peu. Pourquoi ça, ce que vous avez dit tout à l'heure, ça peut résonner? Alors, ça ne résonne pas du tout avec certains de mes potes. Hein. D'accord. Mais est-ce que ça peut résonner avec des personnes, mais moi, en fait, c'est aussi ça. Moi, mes potes, regardez autour de vous. Mes copains, je ne les vois pas se passionner sans arrêt pour un nouveau sujet, bosser de 7h du matin jusqu'à 23h. Non, ils vont tous les jours bosser dans leur grande tour. Ils se sentent pas du tout concernés par ça. Hein. J'aurais juste envie de dire, pour conclure, est-ce que c'est pas juste un moyen ou être un être humain exponentiellement? En fait, moi, aujourd'hui, c'est ça que je me dis. Aujourd'hui, forcément, je connais plein de personnes qui sont concernées aussi, etc. Je trouve que ça fait des gens hyper intéressants, hyper sympas. Et tant qu'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas de problème. C'est pour ça aussi, l'enjeu, c'est pas de pathologiser la société en se disant on a tous un TDAH, oh mon Dieu. C'est juste, explorer ça, parce que ce que disait la personne juste derrière vous est très important, c'est que tout d'un coup, on a été très nombreux à avoir des diagnostics, etc., au fil des ans, et tout d'un coup, avoir la pièce manquante du puzzle. Moi, vraiment, avoir compris le TDAH, ça a tout expliqué, en fait. Et c'était juste que j'étais dans une zone de douleur à cet instant-là, et j'avais besoin de remonter la pente, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher un diagnostic. Mais moi, j'ai plein de personnes que je vois à des années-lumière concernées, et c'est parfaitement OK. Je veux dire, c'est pas la peine d'avoir une étiquette en plus. Complètement, vraiment. Et je n'envoie surtout pas tout le monde vers les psys, parce qu'en plus, il y en a plein qui ne connaissent pas. Donc en fait, on peut en plus galérer dans le parcours psy, comme le disait la personne tout à l'heure, parce que les psys, forcément, ne connaissent pas, donc ne savent pas que ça peut être ça. Et les autres diagnostics ayant été posés, franchement, moi, j'ai vécu très bien pendant un paquet de temps, et tout va bien. Et aujourd'hui, pareil, j'ai remonté la pente. Tout va bien, je peux m'exprimer, etc., etc. Mais voilà, savoir que ça existe, en se disant, c'est peut-être ça, si un jour il y a souffrance, on va l'explorer. En fait, c'est vraiment la notion de souffrance qui est le dénominateur pour aller consulter sans pathologiser toute la société, quoi. Voilà. Pardon pour le temps.
Merci. Alors, juste avant que vous partiez tous, je vous demande encore 2 petites minutes d'attention. Merci beaucoup, merci infiniment Catherine pour ce partage. J'ai toujours l'impression d'être dans un monde de moldus, mais tu m'as rassurée. C'est les autres qui sont différents. Alors, Catherine va partir en interview avec Maxime, donc elle sera aussi en dédicace à la bibliothèque à côté de la buvette. Donc ce sera pour moins le quart, vous pouvez la retrouver là-bas. J'ai quelques petites précisions à vous donner. Donc merci pour ceux qui restent encore ici. Alors, nous allons partir en pause déjeuner. Vous revenez ici à 14h15. Il y a des ateliers, vous avez la liste des ateliers. Paul va vous proposer à 13h30 un moment de détente. Et je voulais juste repréciser, parce qu'en fait, il y en a qui sont arrivés après. Les interviews dont je vous parlais sont disponibles. Alors, vous allez pouvoir scanner le QR code, vous allez retomber sur le podcast également. Et j'ai la chance, donc, vous les retrouverez sur Spotify, enfin, toutes les plateformes. Et le numéro 75, l'épisode 75, c'est l'épisode que j'ai réalisé avec Julien. Voilà, c'était le tout début de l'histoire qui fait que je suis arrivée ici. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous ai mis un QR code avec tous les éléments, ce sera plus simple que d'avoir plein de liens. Tout simplement, et c'est aussi l'occasion, et il y a plein d'autres interviews inspirants de gens qui se sont autorisés à devenir... Ah oui, je ne vous ai pas précisé, en fait, le podcast s'appelle « Deviens artiste de ta vie ». Et pour moi, c'était important d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'un Julien Perron, que d'autres personnes comme ça se sont autorisées à prendre leur place. Donc vous avez plus de 100 interviews à découvrir sur le podcast Deviens artiste de ta vie. Et en allant sur le QR code, vous avez directement accès au podcast. Donc si vous avez des gens qui ont besoin d'un coup de peps, qui ont besoin d'un petit coup de pied aux fesses ou d'un coup de pouce pour passer à l'action, eh ben, je vous invite à partager le podcast. Plus on partage et plus on va changer le monde tous ensemble. Merci, bon appétit. Et je vous retrouve ici. On se retrouve ici, tic, tic, tic. On reprend à 14h. Alors, si vous êtes dans la salle à 14h05, ce serait super. Vous avez accès au food truck comme hier. D'accord. Pensez aussi peut-être à partager vos déjeuners. Pour les personnes qui sont sur Internet, on se retrouve tout à l'heure. Pensez aussi à partager vos déjeuners. C'est aussi des moments d'échange. Donc voilà. Et Catherine sera en dédicace. Pensez-y aussi, ça peut peut-être être un super cadeau de Noël, d'offrir le livre TDAH et alors à quelqu'un qui se pose plein de questions. Et c'est vrai que et je la remercie beaucoup pour ce qu'elle a partagé. Moi, je vous dis, j'ai l'impression parfois de vivre dans le monde des moldus et dans ma carrière professionnelle.